Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions Jeudi 8 septembre 2022, une séance académique de soutenance publique d'une thèse de doctorat en sciences par Monsieur le chef des travaux Aristote Matondo Petelo du département de chimie de la faculté des sciences et technologies de notre institution universitaire, intitulée de la thèse Contribution à l'étude de la réactivité des deux groupements carbonyles de l'anticancéreux 5-fluororacile et ses dérivés par les liaisons hydrogène et triel. Promoteur de la thèse, M. le professeur Jean Chrysostome Modogo Virima de l'Université de Kinshasa. Co-promoteur de la thèse, M. le professeur Thomas Rengit de l'Université de l'Inde. Président du jury, M. le professeur Yab Bushimana de l'Université de Kinshasa. Président de la séance, nous vous l'avons déjà dit, c'est M. le professeur Antoine Tchepiroula Yaba, secrétaire général à la recherche de l'Université de Kinshasa, agissant aujourd'hui au nom de M. le recteur empêché. L'ordre du jour de la séance académique comporte 11.1, ouverture de la séance par M. le représentant du recteur. 2. Vérification du dossier du candidat par M. le doyen de la faculté des sciences et technologies de l'Université de Kinshasa, le professeur Alain Moussé Salanda, agissant lui au nom du secrétaire général à la recherche de l'Université de Kinshasa. 3. Présentation du candidat par M. le doyen de la faculté des sciences et technologies. 4.
Présentation des membres du jury par leur président, et celui-ci sera présenté à son tour par M. le vice-doyen chargé de la recherche à la faculté des sciences et technologies de l'Université de Kinshasa, le professeur Crispin Moulaye-Kiela. 5. Présentation du résumé de la thèse par le candidat. 6. Débat entre le candidat et les membres du jury. 7. Suspension de la séance et délibération à huis clos. 8. Reprise de la séance et proclamation du résultat de l'épreuve par le président du jury. 9. Collation du grade académique en cas de résultat positif et remise du diplôme de doctorat en sciences et des insignes de l'Université de Kinshasa au lauréat par M. le représentant du recteur. Il s'agit de la toge et du fanion. 10. Mots de circonstance prononcés tour à tour par le lauréat, par M. le doyen de la faculté des sciences et technologies de l'Université de Kinshasa et par M. le secrétaire général à la recherche agissant aujourd'hui au nom de M. le recteur. 11. Enfin, clôture de la séance par M. le représentant du recteur. Avant d'inviter M. le représentant du recteur, que seule la science triomphe. J'invite le doyen de la faculté des sciences et technologies à vérifier le dossier académique du candidat et à certifier que les conditions sont remplies pour la soutenance de cette thèse. Monsieur le chef de travaux, Matondo Petelo Aristote. Nous, professeur Alain M. Salanda, doyen de la faculté des sciences et technologies, agissant au nom du secrétaire général à la recherche de l'Université de Kinshasa. Vu les rapports établis par les services techniques du secrétariat général à la recherche de l'Université de Kinshasa, chargé d'examiner les documents constitutifs du dossier présenté par les candidats, monsieur le chef de travaux Matondo Petelo Aristote, à savoir ces pièces administratives, son cursus académique et les divers certificats et diplômes antérieurs exigés, la régularité de son inscription à l'épreuve de doctorat en sciences et le paiement des frais liés à faire. Déclarons que le candidat a observé toutes les prescriptions légales et réglementaires et qu'il a rempli toutes les conditions requises pour présenter sa thèse en vue de l'obtention du grade de docteur en sciences, fait à Kinshasa le 8 septembre 2020 pour le secrétaire général à la recherche et doyen de la faculté des sciences et technologies, Alain M. Salanda, pour le doyen de la faculté de sciences et technologies a présenté le candidat. Du candidat, monsieur le chef de travaux Matondo Petelo Aristote et vérification des documents scolaires et académiques versés dans son dossier pour l'épreuve de la thèse. L'an 2022, le 8e jour du mois de septembre à Kinshasa. Nous, Alain M. Salanda, professeur à l'Université de Kinshasa et doyen de la faculté des sciences et technologies, procédons à la présentation du candidat, monsieur le chef de travaux Matondo Petelo Aristote et à la vérification des documents scolaires et académiques versés dans son dossier pour l'épreuve de la soutenance des thèses de doctorat. Attendu que monsieur le chef de travaux Matondo Petelo Aristote est né à Kinshasa le 17 novembre 1989 en République démocratique du Congo. Attendu qu'il est domicilié à la commune de Ngalema, avenue Ngoï, numéro 7, quartier Ngomba, Kinkusa, ainsi qu'atteste son document de résidence. Attendu qu'il possède un certificat de bonne conduite VMS et de civisme délivré par la commune de Ngalema le 22 juin 2018. Attendu qu'il a effectué ses études primaires à l'épée Bobokoli de Ngalema à Kinshasa et a obtenu un certificat d'études primaires en 2001. Attendu qu'il a poursuivi des études secondaires à l'Institut Bobokoli de Ngalema à Kinshasa et que celles-ci ont été sanctionnées par le diplôme d'État des humanités scientifiques, option chimie-biologie en 2008. Attendu qu'il a entrepris des études universitaires à la faculté des sciences et technologies de l'Université de Kinshasa et post-universitaire à la même faculté de l'Université de Kinshasa, et qu'à l'issue de ces études, il a obtenu respectivement le diplôme de licence en sciences, option chimie, avec la mention de distinction en 2013, et celui d'études approfondies en chimie, en sciences chimiques, avec la mention de distinction en 2017.
attendu qu'il a pris son inscription aux études doctorales, attendu que, par décision rectorale numéro 0119/R/2022 du 30 mai 2022, il a été autorisé à soutenir sa thèse de doctorat intitulée Contribution à l'étude de la réactivité des dégroupements carbonyles de l'antique cacérée, 5-fluoroacyle et ses dérivés par les liaisons hydrogène et trièdre. Attendu que les jurys constitués conformément à la décision mentionnée est composé comme suit. 1. Professeur Yav Bouchiman, président du jury. 2. Professeur Tishindi Mouya, secrétaire du jury. 3. Professeur Mudogo Lirima, promoteur et membre du jury. 4. Professeur Rengit Thomas, co-promoteur et membre du jury. 5. Professeur Balondo Iela. 6. Professeur Muzomu Mayaliwa. 7. Professeur Musuyu Munganza. Attendu que le quorum exigé est atteint et que les jurys peuvent valablement siéger, invitons les présidents de séance à autoriser la soutenance de la thèse du candidat M. Matondo Petelo Aristote, fait à Kinshasa le 8 septembre 2020, le doyen de la faculté de sciences et technologies. Au nom du recteur de l'Université de Kinshasa, attendu que le candidat a observé toutes les prescriptions légales et réglementaires et qu'il a rempli toutes les conditions requises pour présenter sa thèse en vue d'obtention du grade de docteur en sciences, attendu que le jury nommé par décision rectorale numéro 0119/R/2022 du 30 mai 2022 pour procéder à l'examen de la thèse présentée par M. le chef des travaux Matondo Petelo Aristote, a déclaré celle-ci recevable en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par l'arrêté ministériel numéro 282/Minesuba-2021 du 16 septembre 2021 portant nomination de membres du comité de gestion de l'Université de Kinshasa, spécialement son article 2e et en exécution de disposition de l'article 15 de l'ordonnance loi numéro 081-142 du 3 octobre 1981 portant création de l'Université de Kinshasa, autorisons la soutenance publique de la thèse de doctorant en sciences de M. le chef de travaux Matondo Petelo Aristote et passons la parole au président du jury. Fait à Kinshasa le 8 septembre 2022 pour le recteur de l'Université de Kinshasa, le secrétaire général à la recherche, professeur Antoine Chipi-Bola Diab. Autorisation, je vais présenter les membres du jury qui va tout à l'heure examiner la dissertation doctorale de Petra Matondo. Il est professeur full, je crois, à la faculté de pharmacie de l'Université de Kinshasa. Professeur Osuyu a comme domaine de recherche des plantes médicinales, ethno-botanique, ethno-pharmacologie et pharmacognosie, si je ne m'abuse, zoopharmacologie ou zoopharmacognosie. Le professeur Moussouyou a produit quelques dizaines d'articles scientifiques dans son domaine de recherche. Il est aussi auteur de quelques chapitres de monographie comme activité scientifique au niveau national. Le professeur Moussouyou a réalisé des travaux sur la valorisation des ressources phytogénétiques. Il a participé aussi à des projets de recherche dans ces différents domaines de recherche. Au département de chimie depuis 2022. Il est professeur de chimie physique, biophysique et des méthodes computationnelles.
Il est chef d'État, chef du département honoraire du département de chimie et vice-doyen honoraire de la faculté des sciences et technologies. Comme domaine de recherche, la thermodynamique des biomacromolécules, chimie structurale et computationnelle, docking moléculaire de protéines avec des ligands pharmacologiques. À son actif, il a plusieurs dizaines d'articles dans les revues internationales comme activité scientifique, plusieurs dizaines de conférences et ateliers, séminaires et symposiums au niveau national et international. Et il a eu à diriger plusieurs projets de recherche en coopération avec les universités européennes, notamment Cologne, Leuven et puis Cambridge. Jury pour la parole, messieurs les présidents du jury, chers membres du jury, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, auguste assemblée. La thèse dont nous avons ainsi l'honneur de présenter cet après-midi a pour titre Contribution à l'étude de la réactivité des deux groupements carboniques et anticancéreux 5-fluorouracile et ses dérivés par les liaisons hydrogène et trier. Mon exposé sera vision et perspective. Cette thèse de doctorat examine les interactions non covalentes et les interactions non covalentes font partie du processus, de tout processus de reconnaissance moléculaire. Et d'après les tableaux périodiques présentés ci-dessous, les interactions non covalentes sont subdivisées en plusieurs classes. Actuellement, il y a une pléthore des interactions non covalentes. Et parmi toutes les interactions non covalentes, elles sont subdivisées en deux grandes classes. Il y a d'une part les interactions sigma-hall, parmi lesquelles la liaison chalcogène, halogène et autres, et aussi les interactions pi-hall, parmi lesquelles la liaison trier. Dans cette thèse de doctorat, nous nous sommes intéressés principalement à deux types d'interactions, à savoir la liaison hydrogène et la liaison trière. La liaison hydrogène a été intensivement étudiée, mais jusqu'aujourd'hui, la liaison hydrogène continue à être étudiée. Comme on peut le voir dans ces graphiques, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Arnam, qui est un des grands contributeurs de la liaison hydrogène, a publié en 2019 un article intitulé « Une année après l'article de Latimer et de Rodebush, la liaison hydrogène reste un éléphant ». À ce niveau, il y a lieu de nous poser la question si la liaison hydrogène est une interaction sigma-hall ou pi-hall. La réponse nous vient dans la revue de la littérature. En effet, il y a un livre publié par Peter Politzer et son collaborateur Mural où ils ont démontré, ils ont établi un profil de similarité entre la liaison hydrogène et les interactions sigma. Par conséquent, nous pouvons conclure que la liaison hydrogène peut être considérée comme une interaction sigma-hall. Par contre, pour ce qui est de la liaison trière est une interaction qui a déjà été découverte. Il s'agit d'une interaction entre un donneur de doublés électroniques et un accepteur de doublés électroniques. Mais c'est seulement en 2014 que Grabowski a défini cette interaction avec le nom de liaison trière. Et une revue de la littérature enseigne que de 2014 à 2020, seulement 20 articles ont été publiés sur la liaison trière. Et parmi ces 20 articles, 85% ont considéré la liaison trière avec l'atome accepteur de doublés, avec l'atome, donneur de doublés électroniques, l'atome d'oxygène. 10%, soit 2 articles seulement, ont étudié la liaison trière en considérant à la fois comme donneur de doublés électroniques, l'atome d'oxygène et l'atome d'azote. Et seulement un seul article, soit 5%, a considéré la liaison trière en considérant l'atome d'oxygène comme donneur et doublé électronique. Ainsi donc, puisque la liaison hydrogène est une interaction sigma-hall et que la liaison trière est une interaction pi-hall, il va s'agir dans cette thèse de relever les différences fondamentales entre les deux types de liaisons en termes de réactivité. C'est-à-dire, du point de vue géométrique, nous allons calculer les distances des liaisons, les angles des liaisons, afin de comparer la liaison hydrogène et la liaison trière. La force de l'interaction, nous allons calculer l'énergie des liaisons pour comparer les deux types d'interaction. Pour ce qui est de l'hyperconjugaison, il s'agit de l'énergie des transferts de charge, nous allons aussi comparer, mais aussi des déformations, c'est-à-dire comment les monomères sont déformés
lorsqu'il y a établissement de la liaison hydrogène et de la liaison trièdre. Cher président du jury, chers membres du jury Auguste Assemblée, comme vous le savez, lorsqu'on étudie les interactions covalentes, il s'agit de mettre en interaction deux ou plusieurs molécules. Et dans cette thèse, nous avons étudié le 5-fluorouracile, qui est une molécule utilisée pour la prise en charge de certains types de cancers, dont le cancer colorectal. Et le 5-fluorouracile a plusieurs types, plusieurs atomes qui peuvent être mise en contribution pour une interaction, mais nous nous sommes intéressés principalement aux deux atomes d'oxygène. Le premier est là et le deuxième atome d'oxygène est là. Il s'agit d'étudier la réactivité de ces deux atomes d'oxygène. Principalement ou plus spécifiquement, il s'agit d'étudier la régiosélectivité, c'est-à-dire entre les deux types d'oxygène, quel est le meilleur site d'interaction. Mais aussi, puisque l'oxygène a deux paires électroniques, nous avons considéré la question sur la direction d'attaque, ou mieux la meilleure direction d'attaque. C'est-à-dire, si je dois attaquer cet oxygène, est-ce que la meilleure direction d'attaque sera la direction que nous avons appelée 6 ou la direction trans? Par ailleurs, puisque le 5-fluorouracile peut être considéré comme à la fois un dérivé de l'uracile, mais aussi un dérivé des 5-méthyluracile, qu'on appelle aussi la thymine, nous avons également étudié toutes ces trois molécules qui sont des bases en interaction avec les acides pour voir quelle influence aurait l'effet du groupement électro-attracteur sur la régiosélectivité des uracils, mais aussi l'effet du groupement électrodonneur, le groupement méthyle, sur la régiosélectivité des uracils. À ce niveau, il s'est quand même mentionné que déjà en 1991, la tâche avait étudié la régiosélectivité des uracils en interaction avec l'acide chlorhydrique. Les auteurs avaient conclu que les deux carbonyles avaient le même pouvoir accepteur des protons. Cependant, ils avaient reconnu qu'il y avait des lacunes dans leur travail, dans leur article, et que des études antérieures devaient être menées pour pouvoir clarifier si effectivement l'un des deux sites serait meilleur par rapport à l'autre. Pour ce qui est de la liaison hydrogène, nous avons considéré 4 donneurs de protons, et pour ce qui est de la liaison trièdre, nous avons considéré deux acides de Lewis, à savoir la molécule BH3 et la molécule ALH3. En outre, puisque le 5-fluorouracile est une molécule bioactive qui interagit donc avec un certain nombre de protéines en milieu biologique et que les interactions non covalentes trouvent une application dans les domaines de conception des médicaments, dans cette thèse, nous avons également étudié l'interaction des 5-fluorouraciles avec la protéine de la COVID-19, la 3CL, pour la protéine du type 3 chymotrypsine, pour répondre à la question si les 5-fluorouracile, qui est un médicament utilisé contre les cancers, pourrait être utilisé pour traiter la COVID-19. C'est une approche qu'on appelle drug repurposing, ou en français la reconversion des médicaments. Signalons par ailleurs que déjà en 2020, il y a une hypothèse qui a été formulée par Amat et publiée dans la revue Medical Hypothesis, et selon Amat, les 5-fluorouracile seuls ou en combinaison avec d'autres molécules pourraient être utilisés pour soigner le cancer. Ainsi donc, Monsieur le Président du jury, chers membres du jury, Auguste Assemblée, les objectifs poursuivis dans cette thèse sont: il s'agit d'étudier la régiosélectivité des deux groupements carbonyles des 5-fluorouracile par la liaison hydrogène et trièdre, mais aussi d'élucider la meilleure direction d'attaque. Il s'agit d'étudier la régiosélectivité des deux carbonyles de l'uracile par la liaison hydrogène et trièdre et l'effet qu'auraient les substituants électro-attracteurs et électrodonneurs sur cette régiosélectivité. Il s'agit également de contribuer à l'étude de la régiosélectivité des deux carbonyles de l'uracile en complétant ainsi l'article de la tâche K et relever les différences fondamentales entre les liaisons hydrogènes et les liaisons trièdre et de répondre à la question si oui ou non les 5-fluorouracile peuvent être utilisés pour traiter les cancers. Pour ce qui est des objectifs spécifiques, il s'agit d'étudier les paramètres qui peuvent influencer la réactivité. Est-ce les sites d'interaction préférés des 5-fluorouracile et l'uracile et 5-méthyluracile en interaction avec l'acide chlorhydrique sera-t-il conservé lorsque nous allons changer l'acide chlorhydrique par les deux acides de Lewis, laquelle entre les deux acides de Lewis, BH3 et ALH3, forme des complexes à liaison trièdre plus stable et pourquoi? Laquelle de la liaison hydrogène ou liaison trièdre affecte ou déforme plus les monomères?
Il s'agit également de contribuer à la réduction du grand écart qui existe dans la littérature entre les liaisons trielles TRN et TRO, et il s'agit également de confirmer ou infirmer l'hypothèse de Hamad. Monsieur le Président du jury, chers membres du jury, auguste assemblée, pour répondre à ces différentes questions, nous avons eu recours aux solutions numériques à la résolution de l'équation de Schrödinger en utilisant le programme Gaussian 09. Nous avons premièrement optimisé les structures en utilisant les deux méthodes basées sur la densité électronique, la fonctionnelle B2LYP et la fonctionnelle WB97X2. Ensuite, il fallait confirmer si nos structures que nous avons obtenues étaient réellement des minimums locaux. Nous avons donc effectué les calculs d'efficience et ensuite nous avons modélisé la réactivité de nos complexes, c'est-à-dire la molécule A avec la molécule B formée entre les deux monomères. La molécule A, c'est la base, l'uracile, 5-fluorouracile par exemple, et la molécule B, ce sont les acides tels que l'acide chlorhydrique ou le BH3. Ensuite, nous avons fait les calculs single point alchimie sur les géométries optimisées en utilisant deux méthodes basées sur la fonction d'onde et nous avons analysé les paramètres géométriques. Une fois que le complexe est formé entre deux molécules A et D, nous avons évalué l'énergie des liaisons et l'énergie d'interaction. Les deux paramètres nous permettent à obtenir ce qu'on appelle l'énergie des déformations. Nous avons également évalué l'énergie des transferts des charges et puisqu'il s'agit de la réactivité, nous avons également calculé les descripteurs de réactivité chimique. D'une part, nous avons les descripteurs de réactivité globale, tels que les potentiels chimiques, la dureté et la mollesse, et les descripteurs de réactivité locale, tels que le potentiel électrostatique moléculaire et les fonctions des Foucault. Pour répondre à la question si les 5-fluorouracile peut être utilisé pour soigner la COVID-19, nous avons eu recours à la méthode de doping moléculaire en utilisant le programme Autodoc FINA. Ces graphiques étaient un résumé de la méthodologie utilisée. Nous avons d'abord identifié la cible, c'est-à-dire la protéine de la COVID-19, qui est la protéine 3CL-Pro, et nous avons mis en interaction avec la molécule de 5-fluorouracile et 19 autres de ses dérivés, au total 20 molécules. Une fois les complexes formés, nous avons fait les docking et nous avons analysé les différentes interactions formées entre la molécule de 5-fluorouracile et ses dérivés avec la protéine de 3CL-Pro. Nous avons évalué la stabilité thermodynamique du complexe, nous avons analysé les interactions et nous avons fait la pharmacocinétique. À partir des résultats obtenus, nous avons fait les simulations de dynamique moléculaire à 100 nanosecondes pour les complexes les plus stables en utilisant les logiciels Schrödinger. Pour ce qui est des résultats, nous présentons dans cette figure les géométries obtenues lorsque nous avons mis en interaction le 5-fluorouracile avec les différents donneurs de protons. Et ici, on peut voir que si on considère la direction 6, les 5-fluorouracile forment des molécules cycliques, des complexes cycliques. C'est-à-dire, à part la liaison hydrogène principale, il y a une deuxième liaison hydrogène secondaire. Et les complexes, les carbonyles O1 peuvent former une liaison hydrogène et les carbonyles O2 peuvent également former une liaison hydrogène. Nous avons groupé dans ces tableaux les paramètres géométriques, des géométries que nous venons de présenter tout à l'heure, et on peut voir par exemple, et lorsque nous considérons les complexes, l'hydrogène est de 1,648 Angstrom, alors que si on considère les carbonyles 2, la distance est de 1,646. Les deux valeurs sont proches, mais on peut dire que les carbonyles 2 forment des liaisons hydrogènes un peu plus courtes. Mais si on prend par exemple les quatrièmes carbonyles, les quatrièmes complexes formés entre les 5-fluorouracile et l'acide chlorhydrique, la distance formée entre les deux carbonyles avec l'acide chlorhydrique, elle est pratiquement la même, 1,811 Angstrom. Déjà, ces résultats peuvent déjà nous pousser à conclure que les deux carbonyles des 5-fluorouracile en termes de réactivité est très compétitif. Pour ce qui est des paramètres énergétiques, nous avons remarqué que le carbonyle numéro 1 forme des complexes beaucoup plus... les carbonyles numéro 2 forment des complexes beaucoup plus stables. Si on doit considérer la méthode hydro-LP, par exemple, pour les carbonyles numéro 2, on trouve 42,31 kJ comparativement à 41,07. Si je prends par exemple le deuxième complexe formé entre les 5-fluorouracile et la molécule de méthanol, le deuxième carbonyle forme
une interaction un peu plus forte, 35,44 kJ par mol par rapport à 34,26 kJ par mol. Et ces résultats sont également confirmés par l'énergie des transferts des charges. L'énergie des transferts des charges pour le deuxième carbonyle est de 5,6,07 comparativement à 4,36. Pour ce qui est maintenant de l'attaque trans, nous pouvons également voir dans cette figure que les 5 fluorouracils peuvent bien être attaqués en considérant l'attaque 6 et en considérant l'attaque trans. Seulement, à partir de l'attaque trans, on remarque que le carbonyle 1 forme deux liaisons d'hydrogène, une liaison d'hydrogène principale et une autre liaison secondaire comparativement au deuxième carbonyle suite à la non-participation de l'atome de fluor. Et déjà à partir de ces figures, l'on peut conclure que le carbonyle numéro 1, lorsque nous considérons l'attaque trans, est beaucoup plus stable que le carbonyle numéro 2. Et ceci est confirmé par les paramètres géométriques. Par exemple, pour le carbonyle numéro 1, nous avons 1,630, la distance des liaisons hydrogènes, et pour le carbonyle numéro 2, nous avons 1,724. La même observation est faite pour les énergies. Pour les carbonyles numéro 1, nous avons trouvé, par exemple, à considérer la méthode NP2, 51,17 kJ par mol, alors que pour le deuxième carbonyle, 37,28 kJ. Nous avons ensuite étudié les perturbations de l'odeur des liaisons pour voir comment les molécules ont été déformées quand il y a eu une interaction. En vue de répondre à la question principale, quel est le meilleur site d'interaction entre les carbonyles 1 et les carbonyles 2, nous avons calculé quelques descripteurs de la réactivité. Ici, nous avons le potentiel électrostatique moléculaire, mais lorsqu'on observe le potentiel électrostatique moléculaire, on ne peut pas arriver à pointer directement ou clairement de ces tels carbonyles. Pour vous mettre dans le bain, je vais peut-être... de l'influence qu'auraient les substituants électroattracteurs ou électrodonneurs sur la radiosélectivité des uracils. Nous avons mis en interaction les trois bases avec l'acide chlorhydrique et à partir des données géométriques, on peut voir que le carbonyle numéro 2 de l'uracile est beaucoup plus les sites d'interaction et les sites d'interaction préférés par rapport au carbonyle numéro 1, et c'est là en complétant ainsi l'article de la tâche K. Et cela est d'autant plus vrai que pour le 5-méthyluracile. Nous avons ensuite changé l'acide chlorhydrique par les acides Lewis pour former les complexes à liaison trielle, et là encore les résultats ont montré que les carbonyles numéro 2 et les sites d'interaction préférés par rapport au carbonyle numéro 1. Même chose finalement avec le ALH3. Nous avons présenté les différentes données énergétiques des complexes à liaison hydrogène et des complexes à liaison trielle. Mais ce qui nous a beaucoup plus intéressé ici, c'est de calculer l'énergie des déformations pour avoir une idée sur comment les monomères sont déformés quand il y a établissement des liaisons hydrogène et établissement des liaisons trielles. Et nous avons trouvé que les liaisons trielles sont beaucoup plus déformées par rapport aux liaisons hydrogènes. L'énergie de déformation des liaisons hydrogènes est comprise entre 5 et 6 kJ par mol, alors que pour les complexes à liaison trielle, elles peuvent atteindre 64 kJ par mol. Dans ce tableau, nous avons fait un résumé des différents résultats, des différentes données que nous avons obtenues entre les complexes à liaison hydrogène et les complexes à liaison trielle. Par exemple, si on doit considérer la distance des liaisons, la distance des liaisons de la liaison hydrogène est comprise entre 1,75 et 1,81 Angstrom. Par contre, pour les liaisons trielles, elles sont comprises entre 1,62 et 1,65 Angstrom si on doit considérer l'atome du bord, et entre 1,96 et 1,98 si on doit considérer l'atome d'aluminium. Pour ce qui est des angles, les valeurs des angles permettent de conclure que la liaison hydrogène est beaucoup plus linéaire par rapport à la liaison trielle. Nous avons également évalué les énergies des transferts de charges et les résultats ont montré que l'énergie de la liaison hydrogène était caractérisée par une énergie de transfert de charges beaucoup plus élevée par rapport à la liaison trielle. Mais il y a un résultat que nous avons trouvé, jusque-là, qui n'a pas été rapporté dans la littérature, c'est que en étudiant les transferts de charges, nous avons remarqué qu'il y avait un transfert de charges énorme entre le paire électronique de l'oxygène vers
l'orbital anti-liance de l'aluminium évalué à 446 et 454 kJ par mole. Nous avons ensuite calculé les descripteurs de réactivité, mais ce qui nous a beaucoup plus intéressé ici, c'est d'évaluer les p-holes ou les trous positifs. Les p-holes, représentés ici par la couleur bleue, c'est une région pauvre en électrons et que nous avons évalué pour l'acide ALH3. Le p-hole a donné comme potentiel plus de 7,8 kcal par mol, alors que pour le BH3, le p-hole a donné comme valeur 13,7 kcal par mol. Ces données permettent de conclure que la force d'une interaction à liaison trielle dépend de la magnitude de son p-hole et cette magnitude va crescendo avec la taille Z. Ici, nous avons calculé tout ce qui s'agit de la réactivité, les énergies des orbitales HOMO et LUMO, mais aussi leur gap. En effet, lorsque le gap est petit, c'est-à-dire la différence entre l'énergie de HOMO, la plus haute orbitale occupée, et l'énergie de la LUMO, la plus basse orbitale inoccupée, plus le gap est petit, plus la molécule est très réactive. Et les résultats ont permis de conclure que les complexes à liaison hydrogène étaient beaucoup moins réactifs par rapport aux complexes aux liaisons trières avec l'aluminium ou avec les bois. Nous avons ensuite calculé les descripteurs de réactivité pour soutenir la meilleure régiosélectivité du deuxième carbonyle de l'atome de l'uracile. Et les résultats ont effectivement conclu que le deuxième carbonyle avait une fonction de Fourier beaucoup plus élevée par rapport au carbonyle numéro 1. Monsieur le Président du jury, chers membres du jury, enfin nous présentons ici les résultats de la possible reconversion des 5-fluorouracile et de ses dérivés avec la protéine 3CL. Nous avons donc mis en interaction, comme nous l'avons dit tantôt, la molécule de 5-fluorouracile et 19 autres de ses dérivés avec la protéine de 3CL-Pro et nous avons obtenu les valeurs des énergies de liaison comprises entre moins 4,8 et moins 7,9 kcal par mol. Les complexes formés entre les 5-fluorouracile et la 3CL-Pro et les complexes les plus stables évalués à 4,8 kcal par mol. Et d'ores et déjà, nous pouvons conclure que les 5-fluorouracile en tant que médicament anticancéreux ne peut pas être utilisé pour traiter la COVID-19. Mais par contre, sur les 20 molécules, il y a 4 qui ont donné des résultats prometteurs. Il s'agit des ligands que nous avons nommés ligand 15, ligand 16, ligand 14 et ligand 18. Les ligands 15 et les ligands 16, ils ont donné pratiquement la même valeur d'énergie, 7,9 kcal par mol, qui est là, élevée par rapport à la valeur du ligand naturel. Les ligands naturels, c'est les ligands qui co-cristallisent avec la protéine 3CL-Pro. Les ligands 14 et les ligands 18 ont donné des valeurs 7,5, respectivement 7,5 et 6,7 kcal par mol. Et enfin, nous nous sommes dit, puisque avec les dopings moléculaires, il y a un inconvénient, les dopings moléculaires considèrent la molécule considèrent la protéine comme une molécule rigide, nous avons soumis les 4 complexes à des simulations de dynamique moléculaire pour voir si la stabilité dans les temps était respectée. Et pour les complexes 15 par exemple, nous pouvons voir que la stabilité dans les temps, c'est à partir pratiquement de 60 nanosecondes, presque la même chose avec le ligand 16, le ligand 14, mais c'est beaucoup plus les ligands 18 qui donnent les meilleurs résultats. Les pics qui sont en bleu, il s'agit de la protéine, et ce qui est en rouge, il s'agit du ligand. Donc, la protéine 3CL-Pro et le ligand 18, mais à partir de 0 jusqu'à 100 nanosecondes, ils sont stables. Monsieur le Président du jury, chers membres du jury auguste assemblée, pour ce qui est de la conclusion et perspective, nous avons retenu quelques points, donc voici les principes. Les deux carbonyles de 5-fluorouracile sont très compétitifs en termes de réactivité, tant pour la liaison hydrogène et la liaison trielle, mais les carbonyles numéro 2 est très peu plus réactif que les carbonyles numéro 1. Les deux groupements carbonyles de 5-fluorouracile peuvent être attaqués selon les deux directions d'attaque, cis et anti, mais l'attaque s'est faite préférentiellement dans la direction anti avec le site O1 qui est plus régiossélectif suite au phénomène de coopérativité. Les carbonyles de l'uracile, le deuxième carbonyle de l'uracile, est le site d'interaction préféré, tant avec un donneur de protons qu'avec un accepteur de l'unité électronique, complétant ainsi l'article de l'attache. Quant à l'ordre de stabilité des complexes à liaison hydrogène formés entre les trois bases,
l'uracile, les 5-méthyluracile et les 5-fluorouracile, à la fois en interaction avec l'acide chlorhydrique et les deux acides éliques, se dégagent de la manière suivante. Les 5-méthyluracile est beaucoup plus stable et les 5-fluorouracile et l'uracile, traduisant ainsi l'effet du groupement méthyle sur l'augmentation de la stabilité de l'uracile. La force d'une liaison trielle dépend de la magnitude de son pihol qui dépend en son tour de la taille de l'atome trielle. Les énergies de liaison trielle vont jusqu'à 100 kJ par mol, alors que celles des liaisons hydrogènes vont jusqu'à 40 kJ par mol. Cependant, les énergies de transfert et de charge évoluent dans le sens inverse. Et enfin, les 5-fluorouracile n'est pas un potentiel candidat médicament contre la COVID-19, mais par contre, 4 de ses dérivés, surtout les ligands 18 les sont. Et enfin, comme perspective, nous suggérons que le calcul AIM, Atoms in Molecules, et la méthode SAPT, mais aussi les calculs MMPDSA peuvent toujours être étudiés. Nous concluons par les publications que nous avons eu à faire tout au long de cette recherche de thèse. Nous avons publié trois articles. Le premier a été publié en 2018 dans un journal de chimie physique et le deuxième article a été publié en 2019 dans un journal de modélisation moléculaire. Et enfin, la troisième publication, publiée récemment le 15 août, a été publiée dans la revue Advances and Applications in Bioinformatics and Chemistry. Je ne pourrais pas terminer cet exposé sans pour autant remercier mon promoteur, le professeur Moudou Firima, ainsi que mon copromoteur, le professeur indien Régis Thomas. Je remercie également mon encadreur, le professeur Otekoulou Angolois, mais aussi le professeur Kiana et toute son équipe, mais aussi tous les membres du jury et vous qui êtes ici présents. Je dis et je vous remercie. Qui nous ont certainement perturbés et en tenant compte du temps ce qui concerne la présentation. Vous allez maintenant mettre à disposition des membres du jury pour pouvoir discuter de votre travail. Je propose une méthodologie simple. Nous accordons 10 minutes à chaque membre du jury qui propose une série de questions. Le récipiendaire va les noter et il va répondre à ces questions. Ensuite, nous demanderons au professeur s'il est d'accord avec vous. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. J'ai déjà eu la discussion avec devenir par la suite des médicaments. Nous avons trouvé les ligands 15, les ligands 14, les ligands 16 et les ligands 18. Parmi les quatre meilleurs ligands, j'ai choisi les ligands 18 et c'est là principalement pour la simple raison que, du point de vue thermodynamique, parce que c'est ça le point de départ, pour qu'une molécule puisse être utilisée dans la suite comme un candidat médicament, cette molécule doit d'abord passer la première étape. Et la première étape, il s'agit de la stabilité thermodynamique avec le récepteur. Et sur les 4 molécules, c'est vrai que nous avons trouvé que la molécule qui est la plus stable est la molécule 15. Et quand nous avons fait les simulations dynamiques moléculaires, nous avons trouvé que c'est la molécule 18 qui était la plus stable, même à 100 nanosecondes. S'il faut maintenant répondre à la question de savoir pourquoi la molécule 18, et j'ai choisi comme meilleur candidat, a été trouvé hépatotoxique, ici il y a lieu de préciser que lorsque nous étudions les paramètres de propriétés physico-chimiques et les propriétés pharmacocinétiques, il s'agit beaucoup plus, nous utilisons la règle de Lipinski, et dans la règle de Lipinski, nous voyons beaucoup plus l'efficacité de la molécule en considérant l'administration orale. Donc pour dire, même si la molécule 18 serait hépatotoxique en administration orale, mais comme nous le savons, les médicaments peuvent être administrés par plusieurs voies. Mais aussi, on peut aussi trouver un autre argument. On peut par exemple procéder par des études de modification structurelle comme la pharmacomodulation, modifier un peu les ligands 18 et pour voir si ces ligands donneraient des meilleurs résultats
par rapport à l'EHPAD toxicité. Mais si vous le permettez, je vais commencer par les questions qui me semblent beaucoup plus faciles. Merci. Alors, je commence par une question de savoir, donc la dernière question, laquelle parmi toutes les méthodes que nous avons utilisées a donné des résultats beaucoup plus proches de l'expérience. Nous avons dans cette thèse utilisé au total 4 méthodes, 2 méthodes basées sur la densité électronique, la méthode DIEFT, la méthode fonctionnelle D3LYP et W87X2, et les 2 méthodes basées sur la fonction d'ordre, la méthode NPD et CCSD. Seulement, nous avons, pour des raisons des ressources disponibles, nous avons considéré que 2 méthodes pour l'optimisation de nos structures. Il s'agit de la méthode D3LYP et la méthode WD97X2. Et parmi ces 2 méthodes, la méthode qui donne des résultats, qui a donné des résultats proches de l'expérience, c'est la méthode WD97X2. Par exemple, si je dois comparer, parce que nous avons comparé parmi les différentes valeurs expérimentales que nous avons trouvées dans la littérature, nous avons par exemple comparé les potentiels d'ionisation, et en comparant les potentiels d'ionisation, nous avons trouvé que la méthode WD97, qui soit la page 153, avait donné des résultats très proches et même dans certaines conditions égales au potentiel d'ionisation expérimentale. Par exemple, pour l'uracile, les potentiels d'ionisation expérimentale de l'uracile est de 2,2 et de 9,2 et 9,4. Parce que là aussi, il y a 2 méthodes expérimentales et les valeurs que nous avons trouvées avec WB97XD, c'est 9,3, donc compris entre 9,2 et 9,4. Mais par contre, pour les 5 méthyluracile, nous avons trouvé le potentiel d'ionisation théorique de 9,0 et qui est aussi une valeur expérimentale trouvée dans la littérature. Donc, parmi les deux, il est vrai que les deux ont donné des résultats, des bons résultats qualitatifs, mais c'est la méthode WB97XD qui se rapproche beaucoup plus des méthodes, des résultats expérimentaux. L'avant-dernière question, la 4e. Hormis les méthodes de docking et de dynamique moléculaire, à partir de quel moment la mécanique quantique est intervenue et c'est dans laquelle minute? La mécanique quantique est intervenue suite aux insuffisances de la mécanique classique. Les lois de la mécanique classique, certaines lois de la mécanique classique, lorsqu'elles étaient appliquées au système microscopique, et bien ces lois ne pouvaient plus être appliquées. Si je peux donner un exemple que j'aimerais plus, même lorsque je sais, c'est la loi des Coulomb qui dit que 2 forces des mêmes signes s'opposent. Alors qu'en chimie quantique, on voit que les électrons qui sont tous chargés négativement, et bien, ils peuvent être ensemble pour former la liaison chimique. La mécanique quantique est née pour essayer d'expliquer certains faits expérimentaux tels que l'effet photoélectrique, les rayonnements du corps noir, que les lois de la mécanique quantique ne pouvaient plus expliquer. La 3e question, entre la dynamique moléculaire et la mécanique quantique, laquelle des 2 théories est déterministe, et bien c'est la dynamique moléculaire. La mécanique quantique, elle est probabiliste, et la dynamique moléculaire, derrière la dynamique moléculaire, il y a derrière la mécanique classique ou la mécanique newtonienne, et donc c'est la mécanique quantique qui est déterministe. La 2e question, il me reste des questions. Est-ce qu'à partir des équations à la page 76 ou 76, est-ce que la mécanique quantique n'était pas incapable de contenir toutes les formes générales? Pardon, professeur? Ok, la mécanique newtonienne, si elle n'était pas incapable de contenir toutes les formes générales, toutes ces équations. Ouais. Donc la question c'est que la mécanique newtonienne, effectivement, elle est incapable de contenir toutes ces terres. Parce qu'avec la mécanique newtonienne, pour la proclamation des résultats. Proclamation des résultats. Le jury, chargé de procéder à l'organisation de l'épreuve de thèse de doctorat en sciences,
a examiné la thèse présentée par le candidat, monsieur le chef des travaux, Matondo Petelo Aristote, en vue de l'obtention du grade de docteur en sciences. Après délibération à huis clos, le jury a pris la décision suivante. Monsieur le chef des travaux Matondo Petelo Aristote a réussi avec la mention grande distinction. Nous invitons monsieur le secrétaire général chargé de la recherche et représentant directeur de l'Université de Kinshasa à bien vouloir conférer le grade de docteur en sciences au candidat précité. Le débat du jury chargé de procéder à l'examen de la thèse de monsieur le chef des travaux Matondo Petelo Aristote en vue de l'obtention du grade de docteur en sciences, attendu que toutes les prescriptions de l'ordonnance loi numéro 081-026 du 3 octobre 81, telles que modifiées à ce jour, relatives à la création de grades académiques ont été respectées, conférons au candidat précité le grade de docteur en sciences, le présent diplôme et les insignes de l'université et déclarons qu'il a la jouissance de tous les droits et avantages attachés au grade académique obtenu conformément à l'ordonnance loi dont référence ci-haut, faite à Kinshasa le 8 septembre 2022 pour le recteur de l'université de Kinshasa, le secrétaire général de la recherche, professeur Chimpi Rola Ziara. Vous pouvez l'applaudir. Je vois mes parents qui sont là à la salle, accompagnés avec ma tante, mes frères et mes soeurs, et également ma petite famille aussi, mon épouse avec notre fille. Je vous remercie en tout cas pour le soutien. Je voudrais ensuite remercier le promoteur, le professeur Modogo Virima, d'avoir accepté de diriger cette thèse, mais aussi et surtout, il est le principal pourvoyeur de cette thèse. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a félicité pour dire qu'on voit un jeune dans cet âge-ci soutenir sa thèse de doctorat. En tout cas, je peux vous dire que soutenir sa thèse ici dans notre pays, il n'y a pas seulement le côté scientifique, il n'y a pas seulement le côté science, mais comme vous le savez, il y a aussi le côté finance. Ceci pour dire que ceux-là qui n'ont pas encore soutenu leur thèse, ce n'est pas forcément qu'ils ne sont pas prêts, mais il y a aussi des facteurs financiers. Et voilà pourquoi, en tout cas, d'un cœur très reconnaissant, je remercie vraiment le promoteur de cette thèse
Parce que n'eût été lui, j'aurais peut-être encore attendu 3, 4, 5, 6 pour voir plus que ça. Je voudrais remercier tous les membres du jury de cette thèse, à commencer par le professeur Yard. Professeur Yard, je vous dis un très grand merci. Il l'a dit ici, il était mon lecteur des mémoires de licence en 2013. Ensuite, il a été président du jury de mon mémoire de DEA. Et aujourd'hui, il est président du jury de mon mémoire de thèse. Je l'ai dit toujours à moi-même, ce que je suis, le prof Yard a beaucoup contribué. En tout cas, je vous dis, je ne le dis pas pour le flatter. Il a beaucoup contribué, surtout par ces questions qui, des fois, vous mettent un peu mal à l'aise. Mais après, si vous réfléchissez sur ces différentes questions, remarques, en tout cas, ça nous pousse à avancer dans la science. Je vous dis un très grand merci, monsieur le professeur. Je remercie également le professeur Jules Tichindi. Lui, il a été mon encadreur depuis mon mémoire de licence. À l'époque, il n'était pas au pays, il était aux États-Unis d'Amérique, mais il avait accepté de m'encadrer. Il mettait ses forfaits Internet pour m'appeler parfois même la nuit, pour me transmettre la connaissance que lui avait. Et à l'époque, on ne s'était pas encore vu. Je n'avais jamais vu le prof Chichindi. Il ne m'avait jamais vu aussi. Je parle donc de se voir face à face. On se voyait seulement par les réseaux sociaux, mais en tout cas, il était disponible pour m'encadrer. À chaque fois que j'avais des lacunes, il était disponible pour pouvoir m'aider à avancer dans la science. Je vous dis un très grand merci et surtout aussi par vos publications, tout ce que vous publiez, que ce soit le prof Yard, que ce soit le professeur Tichindi, j'ai dit souvent à mes plus proches que j'ai été encadré par plusieurs profs. Si je vous remettais mon mémoire de thèse, vous verrez comité d'encadrement 3 ou 4 professeurs. Vous ne verrez peut-être pas les noms du professeur Tichindi ou le professeur Yard. Mais je peux vous dire que virtuellement, ils font partie de mon comité d'encadrement parce qu'à chaque fois que j'étais en face de leurs publications, j'apprenais beaucoup à leur propos. Je remercie le professeur Balondo, il m'a beaucoup aidé. Vous savez ce que nous faisons, la théorie, derrière chaque théorie, il y a toujours le développement mathématique. En tout cas, il m'a beaucoup aidé dans la compréhension de certaines équations qui, des fois, nous utilisons, mais sans pour autant en saisir le sens physique. Le professeur Balondo m'a beaucoup aidé dans ce sens et je suis très reconnaissant, je vous remercie. Le professeur Moussou, je vous remercie aussi. Quelqu'un m'a posé une fois la question, mais dans ta thèse, tu parles des médicaments, tu parles des Covid. Je ne sais plus, tu es chimiste ou pas, c'est la science. Et le professeur Moussou était là pour m'aider aussi à avancer dans certains concepts que je ne maîtrisais pas très bien, surtout que je l'ai embrassé seulement pendant que je faisais mon mémoire de thèse. Des termes comme la pharmacocinétique et autres. Le professeur Moussou était là vraiment pour m'aider. Je vous dis sincèrement merci vraiment, cher professeur. Je remercie également toutes les autorités et notre faculté ici présente, mais aussi le secrétaire général de la recherche pour sa disponibilité. Sans votre présence, ce jour ne serait pas arrivé. On pourrait peut-être reporter suite à l'absence de tel ou tel. Et là, je remercie encore, en tout cas, tous les membres du jury, parce que comme vous le savez, au moment, à la veille de soutenir cette thèse, il y a eu ces problèmes de pénurie des carburants. Ce matin, j'ai beaucoup prié, j'ai dit à mon Dieu, en tout cas, les professeurs qui doivent être là, en tout cas, tout le monde qui doit être là, en tout cas, qui trouve de l'essence ce matin. Même si ça doit tomber du ciel, en tout cas, qu'il en trouve. C'était ma prière. Et je sais qu'arriver ici, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile, mais en tout cas, vous êtes sacrifiés pour que vous soyez ici présents. Je remercie tous les professeurs ici présents, tous les chefs de travaux, les assistants et aussi les étudiants. La porte, elle n'est pas fermée. Avant moi, elle n'était pas fermée et après moi, elle ne sera jamais fermée. Pour vous tous qui évoluez dans ces domaines de la recherche, en tout cas, je ne peux que vous encourager. C'est vrai, parfois ce n'est pas facile, mais avec l'aide de Dieu, avec beaucoup de volonté et de détermination, je pense que vous allez arriver. J'ai dit et je vous remercie. Et merci le comité de gestion de notre université, ici représenté par le secrétaire général de la recherche, professeur Antoine Tchimpi. Nous félicitons les docteurs, les lauréats du jour, les docteurs Matono Petolo pour la qualité de travail abattu dans des conditions difficiles.
Nous ne pouvons pas oublier le professeur Ndongo, promoteur de cette thèse, et ainsi que tous les deux autres membres du comité d'encadrement qui ont encadré notre docteur pour arriver à obtenir des résultats très importants dans le domaine de chimie physique. Les professeurs Yam ainsi que les autres membres du jury ont contribué de façon substantielle à la dernière version de la thèse de notre docteur d'aujourd'hui. Enfin, la faculté des sciences encourage tous les doctorants, les chefs de travaux assistants de notre faculté, ainsi que les facultés sœurs de notre université, à travailler, à imiter les lauréats du jour pour mener à terme les travaux de thèse, pour venir renforcer les corps professoral de notre université. Je suis très joyeux, très content. Vous savez, quand on arrive à réaliser ce genre de choses, on ne peut qu'être animé par un sentiment de joie. C'est vraiment le sentiment, je suis caractérisé par un sentiment de joie très immense. Et pourquoi le choix de ces titres, mais aussi quelles sont les recommandations? Le choix de ces titres, tout simplement parce que lorsqu'on aborde la question des interactions non covalentes, les interactions non covalentes interviennent dans tout processus de reconnaissance moléculaire, que ce soit l'interaction entre les médicaments et la protéine. Lorsque nous prenons les médicaments, ces médicaments, lorsqu'ils viennent dans le corps humain, lorsqu'ils entrent dans le corps humain, ils réagissent avec ce que nous appelons des protéines. Il n'y a pas seulement des protéines, il y a d'autres types de molécules. On parle aussi des interactions médicamenteuses. Donc, la vie moderne, on ne peut pas la concevoir sans interaction non covalente. Si nous sommes ce que nous sommes, tout ce que nous voyons, tout ce qui nous entoure, c'est à cause notamment des interactions non covalentes. Et les interactions non covalentes, ce sont des interactions qui mettent en association 2, 3 ou plusieurs molécules. Et que retenir des recommandations? Des recommandations, nous avons étudié les interactions non covalentes que nous avons appliquées dans les domaines de la chimie pharmaceutique et médicinale. Plus précisément, il était question de voir, d'après l'approche des drug repurposing, qui signifie en français la reconversion des médicaments, il fallait répondre à la question si le 5-fluorouracile, qui est un médicament utilisé pour la prise en charge des patients atteints du cancer, il fallait répondre à la question si les 5-fluorouracile pouvaient être utilisés pour traiter la COVID-19. Pour une petite histoire, lorsque la COVID-19 a éclaté, nous avons tous attendu un certain professeur, le professeur Raoult, les Français, qui disait que la COVID-19 pouvait être soignée par l'hydroxychloroquine ou la chloroquine. L'hydroxychloroquine et la chloroquine, ce sont deux molécules qui ont des propriétés antipaludéennes, c'est-à-dire qui ont été conçues pour soigner la malaria. Mais d'après le professeur Raoult, ces médicaments jadis conçus pour soigner la malaria, ces médicaments pouvaient traiter la COVID-19. Et dans notre approche, il était question de tester si les 5-fluorouracile, qui est une molécule, un médicament qui traite les cancers, si cette molécule pouvait aussi être utilisée pour traiter la COVID-19. Et les résultats ont montré que le 5-fluorouracile ne peut pas être utilisé pour soigner la COVID-19. C'est-à-dire que si vous avez dans la famille quelqu'un qui souffre de qui est atteint de la COVID-19, n'allez pas lui administrer le médicament 5-fluorouracile. Non, parce que nous avons mené une étude qui a prouvé que le 5-fluorouracile ne peut pas être utilisé pour traiter la COVID-19. Mais ce que nous avons trouvé de plus intéressant, c'est quoi? C'est que lorsque nous procédons par des modifications structurales, c'est-à-dire les 5-fluorouracile, on fait ce qu'on appelle la pharmacomodulation. On modifie sa structure pour avoir d'autres molécules qu'on appelle les dérivés ou les analogues. Parmi ces dérivés ou ces analogues, nous en avons examiné 19. Et parmi ces 19, nous avons trouvé 4 molécules qui ont donné des résultats très intéressants, des résultats prometteurs. Et ces molécules peuvent donc être choisies ou retenues pour des études supplémentaires in vivo ou in vitro, c'est-à-dire des études expérimentales. C'est-à-dire, nous avons proposé 4 molécules qui peuvent faire l'objet des études approfondies pour que ces molécules soient formulées ou utilisées comme médicaments. Et parmi ces 4 molécules, nous avons trouvé qu'il y avait une molécule que nous avons appelée ici les ligands 18. Nous épargnons les communs des mortels de la nomenclature chimique de ces composés. Vous savez, ce sont des noms un peu compliqués. Nous avons seulement donné des chiffres que le ligand 18 peut intéresser des grandes firmes
firmes pharmaceutiques telles que Pfizer, ils peuvent s'intéresser à cette molécule-là. Nous l'avons proposé, la molécule elle est déjà là, nous avons fait les études, nous sommes arrêtés quelque part et d'après nos conclusions, cette molécule peut justement être utilisée pour traiter la COVID-19. Et quand même cette molécule ne traiterait pas la COVID-19, avec les résultats que nous avons obtenus, c'est une molécule que nous devons garder dans une base de données pour que demain ou après-demain, 5 ans, 10 ans, 20 ans après et peut-être après ma mort, on peut trouver que cette molécule peut traiter la COVID-19. C'est l'approche qu'on appelle l'approche des reconversions des médicaments. Si je dois conclure, aujourd'hui beaucoup de gens prennent de l'aspirine, mais les gens ne savent pas que l'aspirine que nous prenons pour soigner les douleurs, l'aspirine c'est un médicament qui est issu de la stratégie de reconversion des médicaments. Car à l'origine, l'aspirine avait été conçue pour traiter les cancers de prostate. Aujourd'hui, les jeunes gens, surtout les mariés, ils prennent ce que vous appelez les Viagra, les sildenafil. Non, Kifaru, que vous aimez bien, Kifaru, Kokoala, c'est une molécule qu'on utilise pour augmenter les performances sexuelles. Mais cette molécule n'avait pas été, à l'origine, cette molécule n'avait pas été synthétisée pour traiter le dysfonctionnement érectile. C'est une molécule qui avait été conçue pour soigner les problèmes d'hypertension. Donc l'approche des drugs repurposing ou des reconversions des médicaments, c'est une approche très intéressante dans le domaine pharmaceutique et médicinal, surtout en termes de pandémie. Lorsque la Covid a éclaté, il n'y avait aucune molécule, aucun médicament qui pouvait traiter la Covid-19. Avec l'approche des reconversions des médicaments, on regarde parmi les médicaments que nous avons déjà, lesquels peuvent être utilisés pour soigner une nouvelle maladie. Merci. Je vous en prie. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un plaisir pour moi de vous convier à suivre quotidiennement cette chaîne dénommée L'œil des enseignants. C'est une chaîne qui valorise l'enseignement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Quand on parle de l'enseignement, on voit directement l'enseignant ainsi que l'apprenant qui est l'élève et l'étudiant. Alors n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est un cadre qui nous permettra à s'exprimer librement tout en dénonçant ce qui se passe dans notre pays sur le plan éducatif. Abonnez-vous massivement, likez, partagez avec vos proches afin que tous nous puissions parler le même langage et tous nous puissions